C'est l'heure du sonneur. En sonneur, comme toujours le jeudi, je suis très heureuse de retrouver mes deux chroniqueurs. Bonjour à vous deux, bonjour Alexandre. Bonjour Clémence. Alexandre Langlois, notre chroniqueur police-justice, et Régis de Castelnau. Bonjour Régis. Bonjour Clémence. Et merci beaucoup d'être avec nous. Je vais rappeler le titre de votre livre, Régis, Une justice politique aux éditions L'Artilleur. Alors, on va commencer par revenir ensemble sur les différentes annonces d'Emmanuel Macron concernant la police et plutôt l'ordre qu'il veut assurer. Vous savez que donc mardi dernier, Emmanuel Macron nous a offert une longue prise de parole. Il a bien martelé qu'il voulait désormais assurer l'ordre. Il a annoncé 10 opérations place nette par semaine pour lutter contre le trafic de drogue, le doublement de la présence policière dans les rues. Et puis, avant de revenir sur ces deux annonces-là, je voudrais quand même vous passer un extrait où il revient sur les émeutes. Les émeutes, vous savez, de l'été dernier, de mai dernier, autour de Naël. Eh bien, écoutez cet extrait. En commune où il y a eu ces émeutes. D'abord, elles sont intervenues fin juin. C'était beaucoup de très jeunes qui étaient dans les rues. Et c'était des jeunes, c'est une erreur qu'on a commise, qui étaient souvent sans école depuis le mois d'avril. Réforme du brevet, réforme du baccalauréat, l'organisation commune, le système tel qu'il marche, plus de classe. L'oisiveté. Vous savez, les vieux préceptes parfois disent beaucoup. C'était des jeunes qui n'ont pas la chance d'avoir des familles qui les emmènent à la mer, à la montagne, qui justement n'ont pas assez accès à la culture, au sport. Ils s'ennuyaient. Il y a eu un événement déclencheur, la mort d'un jeune. Je ne parlerai pas de ce qui est en cours, et c'était dans le cadre d'une opération policière, on s'en souvient tous, du jeune Naël. Et l'enquête est en cours, donc je ne veux pas en dire plus là-dessus, mais ça a été l'élément déclencheur. Mais il y avait ça. Des jeunes sans activité, très jeunes. Et ensuite, les écrans ont eu un rôle très important qu'on n'avait jamais vu. C'est-à-dire, en quelques minutes, on voyait des centaines d'actions se déployer, des rendez-vous donnés sur tel ou tel, je ne ferai pas de stigmatisation, réseau social, par l'écran. Et il y a eu une forme de mimétisme qui a conduit à un embrasement totalement déraisonné. Peut-on expliquer ou doit-on entendre l'argument d'Emmanuel Macron concernant l'oisiveté de ces jeunes, très jeunes, sans activité, qui n'avaient pas de vacances et qui, en plus, ont été stimulés par des écrans. L'effet des écrans, c'est sûr, est important. Je vais vous demander votre avis tous les deux. On va commencer par Régis. C'est tellement ridicule, Clémence, d'entendre cette espèce de simulacre, quelqu'un qui mobilise toutes les chaînes de télévision et de radio pour faire un catalogue. Comme a dit Ruffin, l'expression était bonne. Je crois qu'il a dit, il a été ministre, à aucun moment président, quoi. Et donc, il nous fait un catalogue et sa description des raisons de l'émeute est ridicule, quoi. Je pense que les vrais sociologues ont dû s'arracher les cheveux. Je vais juste prendre un exemple pour montrer le ridicule. Il dit oui, il y avait de l'oisiveté. Ça fait longtemps que l'école s'arrête assez tôt parce qu'il y a des questions de bac, d'organisation. Mais là, il vient nous dire oui, mais ils peuvent pas aller à la mer. Il y a eu des émeutes à Marseille, je crois. Il n'y a pas la mer à Marseille. Je sais que le 93, c'est la Californie sans la mer, mais Marseille, ça doit être la Californie avec la mer. C'est n'importe quoi. Enfin, je veux dire, cette façon, c'est désinvolte. Je veux dire, c'est insultant pour ceux qui écoutent. C'est absolument lamentable. Ces émeutes caractérisent un problème de société considérable. Et il le traite avec désinvolture en disant il suffit de faire la censure des réseaux, ça, naturellement, et puis ensuite de renvoyer les enfants à l'école dans une éducation nationale effondrée où ils n'apprennent rien. Enfin, tout ça est consternant. Ils vont devoir apprendre la Marseillaise malgré tout, même si c'était déjà en fait dans les lois le fait d'apprendre la Marseillaise à l'école. Et ça, c'est dommage qu'Emmanuel Macron l'ait pas noté non plus. Alexandre Langlois. Oui, Emmanuel Macron cherche toujours des boucs émissaires. Donc, en plus, là, ce qui est ridicule, c'est que tout le monde avait un peu oublié cette histoire. Donc, il revient dessus lui-même pour se mettre tout seul dans une situation ridicule. Je rappelle qu'au mois de juillet, il avait dit que c'était la faute des jeux vidéo. Là, c'est la faute des réseaux sociaux. On avait vu à l'époque qu'ils avaient essayé de censurer les réseaux sociaux en disant qu'ils voulaient les contrôler. Donc, on est sur cette contrôle de masse. Ensuite, il y a le côté oisiveté. Moi, j'aime lire un livre qui s'appelle L'Ode à l'oisiveté. C'est intéressant, que je vous conseille comme lecture. Mais en fait, c'est occuper les gens et leur donner un but. Les gens, c'est pas qu'ils soient oisifs, c'est que en fait le but du jeu de chacun, c'est pas de se tuer au travail, c'est de pouvoir profiter en famille, d'avoir des loisirs. Oui. Donc là, effectivement, c'est plutôt de donner un intérêt, avoir une flamme de faire quelque chose de sa vie, pas des gens qui n'ont envie de rien faire. Et là, on leur a donné
une cause, entre guillemets. Ce qui veut dire, c'est que derrière, ça veut dire que l'État-nation est mort, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de cause nationale, il n'y a plus de cause locale, il n'y a plus d'investissement pour les autres, et que les seules choses qui nous font réagir, bah, c'est des choses où on peut aller s'exprimer dans la violence. Donc, ce qui veut dire que c'est un échec complet de la politique d'Emmanuel Macron. Et là, ce qu'on a un peu, ce qu'on verra encore dans la suite, j'imagine, c'est qu'on a un discours de candidat à l'élection présidentielle, c'est-à-dire oui, je vais faire tout ça, regardez comment c'est. Mais le problème, c'est qu'il est président depuis 6 ans et qu'avant, il était ministre et conseiller d'Emmanuel Macron, pas Mm. d'Emmanuel Macron, de François Hollande, pardon. Donc, ce qui veut dire quand même qu'il est aux manettes depuis un certain temps et que bah, il fait le constat de son propre échec. Ouais. Peut-être aussi, pour revenir encore un tout petit peu sur ce sujet-là, c'est toujours la même chose. On a tendance, et je veux bien croire que ce soit pas drôle d'être en banlieue pendant l'été, mais on a tendance à victimiser les banlieues plus qu'une certaine France périphérique complètement Évidemment. oubliée qui ne part absolument pas non plus en vacances, dont les parents, par exemple, agriculteurs, doivent travailler. Enfin, et moi, j'en connais, donc je sais que ces gens-là ne bougent pas non plus. Ils s'ennuient, c'est pas pour autant qu'ils brûlent des voitures. C'est pas forcément qu'il s'ennuie aussi, c'est, je veux dire, c'est d'avoir aussi Mais c'est ce que dit. Non, mais je reprends les mots ouais, d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, mais en fait, c'est qu'à force de victimiser, c'est chercher des excuses plutôt Mm. de se dire qu'est-ce qu'on va faire demain. Et là, il est en train de dire voilà, on fait un bilan, c'est catastrophique et on va pleurer tous ensemble. Non, c'est pas la solution. Dans les quartiers, dans les endroits où en France périphérique, il y a des activités à faire. En fait, il faut donner des intérêts aux enfants. Je veux dire, il y a des générations d'avant, mes grands-parents, ils étaient capables de s'amuser avec un ruisseau et un bâton. Bah, Enfin, je bien veux sûr. dire, ils Ouais. étaient. En fait, c'est juste de refaire travailler l'imaginaire des enfants, de Mm. les faire. On a brisé leur imaginaire, on a Mm. brisé Mm. tout ce qu'ils pouvaient faire, on leur a démoralisé à l'école. L'école ne forme plus, c'est ce qu'on peut voir, c'est que les 50% des élèves n'arrivent pas à lire à l'entrée du collège correctement. Donc en fait, on a cassé tout. Donc on leur enlève l'accès à la lecture. Oui. Et Donc en fait, l'écran est assez responsable d'ailleurs là-dessus pour le coup. L'écran, les stimulations de l'écran font que les enfants, aujourd'hui je vois bien les nouvelles générations, faut vraiment les en préserver, n'arrivent plus à lire. Ils ont besoin d'avoir ces impacts visuels toutes les 2 minutes et c'est devenu vraiment une forme de drogue. mais une fois 2 anecdotes. L'anecdote numéro un, c'est que les gens qui travaillent chez Google et dans la Silicon Et Valley, oui. la vraie, interdisent, leurs enfants Mm. l'écran à leurs enfants jusqu'à 15 ans environ. Oui. Et par contre, en France, c'est qu'il y a eu des tractations pour avoir des tablettes dans toutes les écoles, Et oui. notamment Microsoft, parce Mm. que il y a derrière, il paraîtrait que Microsoft soutenait le parti socialiste et que donc fallait avoir un retour d'ascenseur, donc qui était pas du tout, dans l'intérêt des enfants, mais dans un intérêt financier, dans un intérêt, ce qu'on pourrait appeler de collusion entre le monde économique et politique, parce que pour le moment, je laisserai d'autres s'ils veulent faire des enquêtes. Mm. Mais voilà, on en est là en fait. Donc on est sur des mauvais choix stratégiques, des mauvais choix. Et en fait, j'ai l'impression tout simplement, ou alors c'est réfléchi, ce qui serait encore pire, pour Mm. abrutir les prochaines générations. Mm. C'est-à-dire qu'on se dit, plus qu'ils seront devant leur écran, plus ils seront je veux Mm. dire, à bêtiser, à pas réfléchir. Et de temps en temps, il y aura une émeute, il y aura un truc, bah, on le réglera en tapant dessus. Et on se remettra pas en cause. Mais la plupart du temps, on aura des gens calmes et obéissants. Oui, c'est assez inquiétant, mais ça peut être envisagé. C'est un peu l'idée du livre de Jean-Paul Brigelli. Régis de Castelnau, une Oui, dernière phrase là-dessus. juste Oui. sur cette histoire de tablettes et de réseau. Il faut faire très attention parce que derrière, on le sait bien, le discours de Madame von der Leyen Eh au oui, WEF à Davos dit non, oui, terrible danger, la c'est désinformation. la Mm. désinformation. Ben voyons, on vous voit venir Oui, avec vos gros doigts, comme on dit à l'île de la Réunion. Donc, le problème, c'est que il y a effectivement une contradiction qui est le marché. C'est-à-dire que les tablettes, les vidéos, tout ça est aujourd'hui, dans les économies occidentales reposent sur cette donnée en particulier, mais pas que. Hein. Mais Emmanuel Macron passe son temps à dire certaines évidences. Faut réarmer oui, le civisme, oui, faut oui. être gentil en allant à l'école, Mm. etc. Et tout son système fait le contraire ou laisse faire le contraire. Hein, ça, c'est aussi ce laxisme-là. Donc c'est bien joli. On va discuter pendant des jours et des jours sur l'uniforme à l'école. Non, il faut la restructurer. Il faut faire le constat de cette catastrophe éducative et s'y mettre. Et Alexandre a raison. Il dit il n'y a plus d'État-nation.
En France, ce concept est mort. Regardez les réactions d'une certaine petite bourgeoisie au discours de Macron. La France, c'est trop, Ouais. hein, parce qu'il a dit la France doit être la France. Tout d'un coup, toutes les belles âmes se récrient, oh mon Dieu, c'est affreux, c'est du pétainisme et tout. Non, je veux dire, on a un problème politique majeur. Alors Macron, là, il saupoudre un peu, hein, il prétend qu'il a fait un virage à droite. Il a embauché pour un CDD Rachida Dati, et puis derrière, il ne fera rien. Derrière son bloc élitaire, son électorat, il est celui de ceux qui disent la France. Hein, avec une bourgeoisie ralliée, d'ailleurs, il suffit de lire Le Figaro en ce moment, qui trouve tout ça formidable. On leur donne quelques gages, hein, sur quelques gages verbaux, mais le système va continuer. Ils ont voté pour lui. Ouais, ouais. Alors, on va passer aux autres sujets, mais je vais lire quelques commentaires d'auditeurs ici en direct sur le chat de YouTube, parce que vous êtes nombreux à réagir déjà à ce premier sujet. Nathalie nous dit, mais exactement, moi, je ne peux pas me permettre d'aller à la mer ou à la montagne chaque été avec mes enfants, et c'est pas pour autant qu'on crame des voitures. Voilà le message de Nathalie. Elec Trib nous dit, la France historique des cités, nous non plus, nous n'avions pas d'argent, mais on ne cramait rien. Voilà. Donc, beaucoup qui en effet, qui réagissent aussi à cette culture de l'excuse, et qui en plus connaissent, en effet, le fait de ne pas pouvoir partir en vacances. Donc c'est important de le souligner. On va passer au deuxième sujet, aux autres annonces d'Emmanuel Macron. Opération Place Nette, promis 10 opérations Place Nette par semaine pour lutter contre le trafic de drogue. Là, évidemment, je me tourne en premier vers Alexandre Langlois. On rigole beaucoup, c'est que s'il commençait place nette à l'Assemblée nationale, au Sénat, à l'Élysée, ce serait intéressant. C'est ce qu'on a pu voir ces dernières années, mais ces derniers mois, mais a priori, c'est pas l'objectif. L'objectif, je pense que c'est de faire de la communication, comme on peut voir Gérald Darmanin régulièrement sur Twitter, enfin X maintenant, dire il y a eu tant d'OQTF qui ont été appliqués, il en est très fier, donc là, il mettra des opérations place nette. Mais derrière, qu'est-ce qui se passe? C'est que ça va avoir de l'affichage en communication, un déploiement de moyens énorme, et pour le moment, les opérations place nette qui ont été faites ont des résultats assez médiocres, à part en communication et en propagande. Donc l'intérêt général est zéro. Et enfin, c'est que les opérations Poissnet, c'est des opérations coup de poing, ce qui veut dire, je vais raconter une anecdote qui est très cynique, mais qui montre à quel point ça ne sert absolument à rien. Il y avait donc, on déploie des CRS, des unités, des chiens. Il y avait une personne d'un quartier qui était venue voir justement, qui avait été sur un moment une opération coup de poing, lutte contre la drogue. Il allait voir, vous êtes là jusqu'à quand, monsieur le CRS? Pourquoi? Non, mais dites-moi, parce que nous, comme ça, on sait qu'on va se tenir tranquille le temps que vous êtes là, vous ne serez pas embêtés, vous aurez un séjour sympa, et puis voilà. Mais comment ça? Non, non, mais je peux pas vous en dire plus. Voilà. Bon, tout le monde avait bien compris que c'était quelqu'un qui était dans un business parallèle, mais qui voulait pas embêter les pauvres CRS et les pauvres forces de l'ordre, et qui était prêt à reprendre son trafic. Jusqu'après, on lui dit arrête dans l'histoire pendant un mois, ou 3 jours, 15 semaines. Voilà. Donc en fait, on en est là. En fait, on est sur des opérations qui vont être coup de poing ou inverse. Donc ça, c'est quand ça se passe entre guillemets. De façon amusante, cynique et ironique. Mais l'inverse aussi également, c'est que des fois, des trafics peuvent être perturbés. Il y a un déploiement de moyens énorme. Puis derrière, tous ces moyens énormes sont réenlevés pour être affectés ailleurs, vu qu'il n'y a plus de moyens pour assurer la sécurité de tous, partout et en permanence sur le territoire. Et ce qui fait qu'après, les gens qui tiennent les quartiers se vengent. Donc il y a eu des commissariats des fois attaqués, des policiers molestés. C'était arrivé il y a quelques années, notamment à Château-Thierry, où les gens étaient venus carrément au commissariat arrêter la personne, des policiers devant le commissariat pour leur régler leur compte, en disant vous avez vu ce que vous nous avez fait. Donc il y a deux possibilités. La seule chose qui est sûre, en dehors de l'affichage politique, c'est que derrière il y aura absolument rien d'intérêt général. D'ailleurs, les premières opérations Place Nette en résultat l'ont déjà montré, mais c'est contre-productif de toute façon. Si on veut vraiment lutter contre le trafic de drogue, déjà il faut commencer par l'exemplarité de l'État. Donc ça, a priori, c'est pas au programme. Et ensuite, pour démanteler les trafics, c'est tout le temps avec les moyens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut pas se donner une politique en disant on va faire ça alors que les moyens sont derrière. Donc soit on va vers quelque chose du contrôle, par exemple du cannabis, et on accompagne, soit on renforce la police et on lutte réellement contre la drogue. Mais on peut pas faire un truc bidon entre les deux qui est en fait que de la communication. Je vais vous poser une question peut-être un peu sensible, Alexandre Langlois, parce que c'est important, je pense. Justement, si on voulait vraiment s'attaquer au problème, bon, peut-être déjà mieux contrôler les frontières et l'arrivée aux frontières de ces produits, et évidemment ne pas réformer la PJ, on avait déjà parlé, qui permet de faire des enquêtes au long terme et de remonter les réseaux. Mais finalement, je sais pas, l'élite souhaite-t-elle vraiment lutter contre ces réseaux, puisqu'elle consomme justement cette drogue, ou peut-elle se permettre de consommer tout en montant les réseaux, ou peut-on dire ici qu'il y a une forme de conflit d'intérêts?
il y a un conflit d'intérêts, une sacrée hypocrisie. C'est qu'une fois de plus, c'est faites ce que je dis, mais pas ce que je fais. Et donc, si on veut commencer par résoudre le problème, commençons par l'exemplarité au niveau de l'État. On ne devrait pas avoir d'affaires de drogue à l'Assemblée nationale, au Sénat, voire de suspicion au niveau de l'Élysée. Il y avait un journaliste qui avait dit tiens, ce qui serait intéressant, c'est qu'on fasse des tests de dépistage antidrogue quand on interroge des politiques ou avant qu'ils aillent voter. Ce serait intéressant. Personne n'a relevé en disant oh là là, atteinte à la vie privée, qu'est-ce que vous voulez, vous remettez en cause notre probité. Non, on veut juste vérifier. Quand on conduit une voiture, on nous fait un test d'alcoolémie, bon, ou même de drogue, donc pas de problème. Vous pilotez le pays, ce serait intéressant de le faire. Oui, oui. Donc, tant que déjà l'exemplarité d'en haut n'est pas là, le Oui, mais reste, est-ce que ce sont sera- les mêmes ce- réseaux? C'est ça que je voulais vous demander. Est-ce que, a priori, les réseaux qui créent aujourd'hui, enfin, de toute façon, on veut lutter contre tous les réseaux de drogue en France, tous les trafics de drogue, mais ceux dont on parle, qui font la une de l'actualité, qui finissent toujours par un ou deux morts dans les de gens qui passaient dans les environs, est-ce que ceux-là sont finalement les mêmes réseaux que les réseaux d'approvisionnement de l'élite parisienne? Il y a un moment, c'est les mêmes, ça vient des mêmes pays, l'origine des drogues. Donc, il y a un moment, ça passe par les mêmes réseaux. Après, les secteurs de diffusion seront pas les mêmes, donc ce sera pas les mêmes revendeurs. Donc, en fait, ce qu'on change, c'est pas je dirais la drogue ou le produit, c'est pas non plus le réseau d'approvisionnement, c'est le point de vente qu'on change. Voilà. Ce qui veut dire qu'à Paris, par exemple, si vous voulez des bons points de vente, il faut aller dans le 16e. Voilà. Ah bon? C'est pas... Non, mais c'est là où il y a les plus grosses ventes, transactions de drogue. Donc, parce que les beaux quartiers consomment derrière le manteau. Voilà. Après, sinon, on va voir Seine-Saint-Denis pour la raison, parce que là, on est proche du point d'approvisionnement de la région parisienne. Donc voilà. Donc, en fait, non, si on lutte, si on ferme le robinet, c'est qu'il faut fermer à la source. Et si on ferme à la source, ça ferme pour tout le monde. Après, si on ferme le point de vente, en fonction de l'endroit où on va aller, effectivement, ça fermera pas pour les mêmes personnes le robinet. Mais au final, le trafic ne sera pas démantelé. La délinquance s'adapte à chaque fois. On nous dit il faut pas aller vendre ici parce que là, ça va être dangereux. C'est pas grave, on va faire du chiffre d'affaires avec les gens qui payent plus. Donc en fait, on est sur un business. Et je rappelle l'hypocrisie pour des gens comme Emmanuel Macron et tout ça, c'est que même au niveau de l'Organisation mondiale du commerce, on a intégré dans les PIB des pays la vente de la drogue. Donc, je veux dire, Ouais. à partir de là, c'est un facteur économique. Et donc, pour Bien des sûr. gens qui sont néolibéraux, qui sont prêts à vendre tout et n'importe quoi pour de l'argent, parce que l'argent est le moteur de leur valeur, ben, voilà, on en est là. Donc, en fait, non, aujourd'hui, ils ne veulent pas lutter contre le trafic de drogue. C'est de la propagande électorale. Et dans les faits, ils ne luttent pas contre le trafic de drogue. Ils luttent à un instant T sur un territoire, mais de façon générale, rien n'est fait. Régis de Castelnau. Alors, Alexandre a parlé des points de deal au Parlement. C'est un scandale sans nom. Les deux histoires, celle de Pellerin, le député macroniste, et celle du sénateur MoDem au Sénat, qui ont été pris en flagrant délit de consommation et, je vais dire, de trafic comme acheteurs. Et ils sont toujours parlementaires. Monsieur Pellerin, il y a eu un classement sans suite d'urgence sans qu'il ait jamais été entendu, alors qu'il proposait de la drogue à son fils, excusez du peu. Hein. Et en ce qui concerne le sénateur, dont je ne me rappelle plus le nom, il a reconnu avoir acheté ou qu'on lui avait donné au Sénat de l'ecstasy. Ben voyons, mais attendez, qu'est-ce qui s'est passé derrière ? Nos amis magistrats, grands donneurs de leçons, hein, qui vont faire des cours de morale dans leurs décisions dès lors qu'elles s'attaquent aux couches populaires, par exemple à l'occasion des Gilets jaunes, là, elles sont muettes. Et pourquoi le sont-elles ? Parce que il y a un problème concernant le trafic de drogue qu'effectivement on a intégré au PIB, ce qui permet ensuite de ricaner en disant regardez, la Russie, qui est un pays industriel et qui est désormais la 5e puissance industrielle du monde, ils ont le PIB de l'Espagne, parce que effectivement, si on intègre le trafic de drogue et si on utilise le PIB si on n'utilise pas le PIB à parité de pouvoir d'achat, on arrive à ces chiffres grotesques. Mais le problème de fond grave, c'est que, et moi, les discussions avec certains membres du parquet sont très inquiétantes, c'est que le trafic de drogue en France est contrôlé, essentiellement par le monde maghrébin, et il y a des porosités avec le plus haut niveau de l'État. Pas seulement, comme le dit Alexandre, à juste titre d'ailleurs, La hein, consommation dans la clientèle. c'est-à-dire que c'est ubérisé d'ailleurs. La cocaïne essentiellement est ubérisée pour le bloc élitaire, mais il y a des porosités de protection, des porosités financières avec circulation d'argent à des fins politiques, etc. Ça, c'est très grave.
il y a une dégradation, une corrosion du système qui est profonde. Mais à quel C'est-à-dire niveau que- expliquez-nous bien, parce que comme vous le dites, c'est très très grave ça, Régis. Alors moi, je ne suis pas procureur, je ne Non. suis pas enquêteur, mais j'entends ce qu'on me dit. Et quand vous avez des gens qui sont à des postes stratégiques, je pense à des parquetiers, et qui vous disent, bon, ben voilà, ça a pris des proportions inquiétantes. Et donc, les deux incidents, Assemblée nationale et Sénat, en sont l'expression. Mais ça veut Ou dire la quoi, juste pour, publication. pardon, j'ai besoin quand même qu'on ait au moins, mais je sais bien que vous pouvez pas rentrer vraiment dans le détail, vous n'avez pas forcément, mais ça veut dire quoi, par exemple, que certaines personnes de l'élite, on va dire ça pour rester sans problème nous-mêmes juridiques derrière et judiciaires, certaines personnes de l'élite bloquent l'enquête tout simplement à un certain niveau pour protéger le réseau d'approvisionnement parce qu'eux-mêmes ont des intérêts directs, c'est ça que ça veut Ben, dire? L'affaire Pellerin, cette assistante sociale qui dit, écoutez, voilà, j'ai un enfant de 11 ans à qui son père a proposé du hashish et de la cocaïne. Oui. Mais Qu'est-ce qui se passe à ce oui, moment-là? oui. Classement sans suite, sans audition du parlementaire qui a reconnu. Parce que la presse l'a appelé, Mediapart l'a appelé, je crois, il a reconnu, il est immédiatement avisé par la chancellerie qu'il y a une enquête le concernant, un risque d'enquête le concernant qu'il faut qu'il se tienne à carreau, hein, et tout ça a été étouffé derrière. Mm. C'est Oui, mais là, ce c'est au qui niveau. s'est produit. Oui, mais là, c'est au niveau du. Là, il est entre guillemets, on le considère comme client ici, ce qui est moins grave que d'être au niveau du réseau. Oui, mais Clémence, un client, il faut qu'il achète. Oui, oui. Hein, Monsieur Pellerin, vous allez être en garde à vue 48 heures, et puis on va vous poser quelques petites questions sur vos fournisseurs. Mm. Des fois, non, ce serait intéressant. C'est pas seulement que vous devez démissionner de votre mandat de l'Assemblée nationale, ça c'est une évidence absolue, mais vous allez nous dire, non. Et monsieur le sénateur, qui vous a fourni cette ecstasy? Parce que ou vous l'avez acheté ou on vous l'a donné, ça c'est possible. Mm. Hein, mais dites-nous quel est le réseau qui a alimenté. Et là, surtout pas. Mm. Surtout pas, parce que justement, on monte. Rappelez-vous les emails de la campagne de 2017 d'Emmanuel Macron qui ont été publiés, qui avaient été, genre Wikileaks, qui avaient été détournés. Mm. Il y avait des échanges d'emails qui étaient extrêmement intéressants concernant les consommations de l'équipe. Hein, y compris en ce qui concerne le président de la République. Bon, aujourd'hui, sur les réseaux, c'est quelque chose de considéré comme une vérité. Hein. Personne ne la discute. Tout le monde passe son temps à mettre des photos. Ah, moi, j'en sais rien, hein, parce que j'insiste, je ne suis pas enquêteur, Ouais. hein, mais j'ai quelques convictions quand même là-dessus. Donc, on n'y touche pas. Mais pour moi, le pire, c'est que, si vous voulez, quand vous allez voir ce qui se passe en Amérique latine, il y a des connivences entre le trafic de drogue. Alors là, le trafic de drogue en Amérique latine, c'est la production, hein, du poison. Mais il y a des connivences et malheureusement, je pense qu'il y a des connexions. Donc voilà, et si les deux anecdotes dont je viens de parler, qui auraient dû être un scandale national, Oui. se sont déroulées de cette façon avec un silence de la presse. Attendez, Clémence, on se doute bien que la presse, au sein de la presse, dans cette partie élitiste de la presse, c'est la même situation et la même dégradation morale que dans la sphère politique. Et juste pour redonner un petit peu d'eau en plus au moulin de Régis, Allez-y, oui. et ce sera rapide, c'est que effectivement, quand dans une enquête de police, quand on récupère un consommateur de drogue, cannabis ou etc., la première chose que les policiers font, c'est de lui demander quelle est son raison. On dit, toi, t'es le petit poisson, tu nous intéresses pas en soi, t'as fumé du cannabis, très bien. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le réseau et tout le système criminel et délictuel qui est derrière. Et là, donc curieusement, à l'Assemblée nationale, on bloque, c'est-à-dire qu'on aurait pu dire, allez, on vous passe l'éponge, on peut vous blanchir vous, on a trouvé quelque chose qui peut passer dans la propagande publique pour qu'on vous blanchisse. Mais par contre, derrière, vous nous livrez tout le monde. Ce qui n'a pas été le cas. Là, tout a été bloqué tout de suite pour tout le monde. Voilà. Mais oui, donc ça, c'est quand même gravissime. Mais encore une fois, pardon, je répète ma question. Mais là, on est au niveau de la consommation. Est-ce que vous pensez, je ne sais pas, est-ce que c'est envisageable que cette élite fasse aussi, qu'il y ait aussi des porosités au niveau de l'organisation du trafic ?
Bah, l'organisation, j'en sais rien. Comme régie, je pourrais pas savoir non plus. Par contre, la chose qui est sûre, c'est qu'effectivement, comme l'enquête a été bloquée, ça laisse supposer des choses. C'est juste de ce niveau-là, parce qu'en D'accord. fait, quand on dit à quelqu'un, quand il y a quelqu'un qui se fait prendre dans la rue en fumant du cannabis ou autre chose, qui dit bon, écoute, on s'arrange pour toi et tu nous livres les gens qui te livrent. Mmh. En général, il n'y a pas beaucoup de débats, hein. Les gens qui livrent se font dénoncer. Et après, il y a des protections qui peuvent être mises s'ils sont très dangereux. Au niveau de l'État, c'est qu'en fait, ce qui est le plus dangereux, et d'ailleurs la loi le confirme, hein, c'est pas le consommateur, c'est le réseau criminel qui est derrière. Mmh. Et là, en fait, plutôt que de dire bah, le consommateur, on lui en a mis sur la place publique, finalement, on arrête tout, mais derrière, personne n'a été regarder le réseau criminel où il y a de Oui, l'argent sale, il y a des oui, gens qui meurent, et tout ça. Ça n'a d'accord. pas été recherché. Donc, Et donc, c'est à partir de ce niveau-là qu'on peut se dire, par rapport aux faits et aux conséquences, qu'il y a une collusion. en tout cas, qu'il y a une Clémence, protection. Oui, sur votre question, oui. comment ça fonctionne? Moi, j'insiste hein, sur cette histoire de parlementaires, de députés, parce que comment ça s'est passé? C'est intéressant. Alors là, je suis affirmatif sur la façon dont ça a dû se passer. L'assistante sociale entend les confidences de l'enfant, elle va faire un signalement au parquet. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Le parquet avise immédiatement la chancellerie. Ce qui n'est pas anormal d'ailleurs, hein, mais enfin quand même, il avise immédiatement la chancellerie, il n'entend pas le parlementaire, la chancellerie prévient en violation de la loi. Vous vous rendez compte? Le ministère de la Justice qui viole le secret de l'enquête, Oui. hein, avise le délinquant, parce que c'est un délinquant déjà. Il y a la consommation, il y a la proposition, hein, et bloque tout. Et donc l'affaire est immédiatement enterrée, y compris par la presse. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que si vous voulez, la description de la façon dont ça s'est passé montre bien qu'il y a eu une volonté de protéger le parlementaire peut-être, mais surtout d'éviter que cette affaire prenne une autre proportion et que les investigations portent sur la façon dont il s'était fourni. Parce que, si vous voulez, si le gars se retrouve en garde à vue, interrogé, si ensuite il donne des noms, et que les autres sont interrogés, qu'on s'aperçoit qu'effectivement, il y a un point de deal à l'Assemblée nationale, parce que quand on dit ça, je veux dire, c'est pas une parole en l'air, c'est tout à fait possible. Et Oui. mon opinion, c'est que c'est probable. Mmh. Bon, non, c'est la façon dont s'est passée l'affaire Pellerin et la démonstration que le système fait tout pour empêcher que l'on identifie les réseaux et qu'on les poursuive, voire les démantèle, dès lors qu'ils alimentent cette élite. D'accord, c'est clair. Merci. Et on va fermer ce sujet-là. On va aborder l'autre, celui de la. Oui, parce qu'en plus, on avait la sécurité des JO. Mhm. Alors, attendez, dites-moi ce que vous préférez, parce qu'il nous reste. Bon, j'ai déjà prévenu Nicolas Vidal qui est derrière qu'on avait un petit peu de retard. Mais il a l'habitude, le pauvre. Oui. Coucou Nicolas qui nous attend, qui est déjà en ligne. Pardon. Que préférez-vous aborder, la sécurité des JO ou le doublement de la présence policière dans les rues? Quoi que ça va un peu ensemble. Bah, j'allais dire les deux sont liés, voilà, Oui. tout simplement. Donc on peut aborder les JO et puis Alors, indirectement on abordera la voilà. présence Alors, policière. allons sur la sécurité des JO. Je précise aujourd'hui, bon, de toute façon, tout le monde sait qu'il y a cet événement qui va arriver, que c'est absolument la sécurité assurée va être très très compliquée, et qu'aujourd'hui, justement, les policiers des syndicats Alliance et UNSA lancent une action nationale. Ils dénoncent le manque de préparation aux JO, c'est quand même inquiétant. Ils disent alors que ça devrait être maintenant que cela s'organise, c'est ce que rappelle le porte-parole du syndicat Alliance. Et puis, alors, ils posent beaucoup de questions au niveau logistique en fait et organisation. Alors, quid des effectifs supplémentaires? D'où viendront-ils, etc. Ils n'ont pas encore été prévenus. Et comment s'organiser? Comment vont-ils s'organiser? Eux-mêmes, normalement, déposent des demandes de congés pour l'été avec leur famille, ce qui est normal, la garde des enfants, etc. Et personne n'est encore au courant de rien sur, justement, comment ça va s'organiser pour les JO. Donc, ils sont très inquiets et lancent cette action aujourd'hui. Bon, on va commencer pour ce sujet à donner la parole à Alexandre Langlois. Voilà, donc là, aujourd'hui, c'est Alliance et l'UNSA qui lancent une journée de mobilisation. Unité SGP en avait fait une au début du mois. Bon, ce qui est dommage, c'est qu'une fois de plus, les syndicats de police n'arrivent pas à s'entendre sur une journée globale pour bien faire remonter les revendications. Mais au moins, c'est que c'est un sujet global parce que tous les syndicats sont mobilisés à tour de rôle. Ce qui veut dire que derrière, il y a un vrai souci. Ces Jeux Olympiques vont mobiliser effectivement pendant une période de vacances. Donc, garde d'enfants, déplacement des logistiques des personnels sur Paris. On est capable de monter des compagnies de CRS, etc. Parce qu'il y a des cantonnements. Mais pour le reste des effectifs, il n'y a pas. Deuxième question, les effectifs qui vont rester en province ou qui ne sont pas impactés par les JO,
combien va-t-il rester sur la voie publique? Bah, pas grand monde non plus. Je rappelle que Emmanuel Macron a beau essayer de recruter à fond les ballons des policiers et des gendarmes, l'hémorragie de l'autre côté des démissions, des départs est plus importante, comme l'a rappelé la Cour des comptes l'année dernière. Deuxième chose aussi, c'est que l'État va devoir pallier à son manque d'organisation, parce que l'État a mis des règles aussi pour embaucher, ce qui est bien, des agents de sécurité avec un petit peu de bagage. Malheureusement aujourd'hui, c'est veut dire qu'il y a un déficit d'agents de sécurité également. Donc ce qui veut dire que derrière, il n'y a rien. Et enfin, derrière, on a l'armée mexicaine qui dirige la sécurité des JO. C'est-à-dire, pour avoir connu des gens qui sont au niveau directeur, je dis, ah bah t'es directeur au JO, c'est cool. Ah mais on est 25 directeurs sécurité au JO. Parce qu'il y a le directeur sécurité de la mairie de Paris, de la police nationale, de la préfecture de police, de la coordination préfecture de police, police nationale. Enfin voilà, donc on se retrouve avec des trucs, un organigramme comme la France sait bien faire en millefeuille. Et derrière, sur le terrain, il n'y a pas grand monde. Et après, le calibrage est économique. C'est-à-dire que par exemple, pour l'arrivée de la flamme et l'ouverture des JO à Paris, ils sont calibrés en disant sur les quais de Seine, il y aura 500 000 personnes. Donc on calibre le dispositif pour 500 000 personnes. Et quelqu'un qui a fait remarquer à ce moment-là, bah oui, mais en fait, il y aura beaucoup plus de monde. C'est pas parce que les quais de Seine ne peuvent contenir que 500 000 personnes qu'il y aura 500 000 personnes. Il y aura tous les gens qui ne pourront pas accéder. Il dit, moi, il faudrait peut-être tabler sur 1 million de personnes. On leur a dit, non, non, c'est 500 000 parce qu'on ne peut pas en mettre plus. Donc, on calibre pour ça. Donc, en plus, avoir des gens qui sont dans une logique économique derrière, à calibrer sur des bouts de papier, quelque chose qui n'a rien à voir avec la réalité. Donc, la sécurité des JO, ça va être le manque de mobilisation des policiers. Parce qu'après, aussi, il y a la clé, ce qui se passe derrière, c'est que les policiers n'auront pour le moment pas de primes et gendarmes de primes exceptionnelles sur un moment où ils devraient être en famille. Ce qui veut dire qu'il y a quand même un risque que beaucoup de policiers et gendarmes se retrouvent en situation difficile psychologiquement et puissent s'arrêter. Parce que justement, ils ne supportent Bah pas la oui. pression et ce qu'on leur demande. Et si s'il y a des arrêts massifs, ce serait embêtant pour la sécurité. Ils ne pourront pas refaire ce qu'ils ont fait l'été dernier, la préfecture de police qui faisait la chasse en disant vous n'avez pas le droit d'être malade. Bon, bah, du coup, je veux dire, voilà, donc ça c'était Monsieur Nunes, préfet de la préfecture de police, qui réglait le problème des arrêts maladie. Je vous l'interdis, vous serez en faute si vous êtes malade. Non, Bon, non, c'est pas vrai. Ils donc, seront en faute s'ils sont malades. c'était une circulaire qui est sortie cet été du préfet de police, donc qui avait dit ça, parce qu'en fait c'était suite aux affaires aux émeutes de Marseille, les policiers s'étaient mis en arrêt maladie parce qu'ils ne supportaient plus la pression qu'ils subissaient au quotidien, et la réaction de la police nationale a été, écoutez, vous reprenez tous ce travail, vos arrêts maladie sont considérés pour tout le monde, sont considérés faux. Donc voilà, donc en fait ce qui se passe en plus, la seule personne qui est capable de dire que c'est un faux, c'est un autre médecin, parce que sinon le policier ni l'administration n'a le pouvoir de le faire s'il n'est pas du corps médical. Donc en fait, on va arriver sur quelque chose avec des policiers gendarmes qui vont avoir une motivation au niveau des chaussettes, Bah oui. des agents de sécurité qui ne sont pas recrutés en nombre suffisant, des gens qui vont avoir des déplacements de foule qui sont en général largement sous-estimés pour des raisons budgétaires. Donc en fait, on se prépare à un chaos complet, et en plus, je ne reviens pas sur ce qu'on a vu dans une émission précédente sur les QR codes et les limitations de circulation Oui, qu'on a déjà vues. bien sûr. Donc en fait, c'est atteinte aux libertés, aucune sécurité, et donc je veux dire, au bout d'un moment, les supporters anglais, ça va être compliqué de leur faire porter le chapeau à chaque fois. Oui, c'est vrai, c'est bien de le souligner. Et puis quand on voit le problème d'organisation, moi je vois aujourd'hui avec la neige, ils sont incapables de faire passer une saleuse en temps, autour de Paris, alors que c'est quand même connu depuis une semaine qu'il va neiger. Franchement, je me demande comment ça va se passer pour les JO. Mais ça, c'était une aparté. Régis de Castelnau. Bah, écoutez, brièvement, les grandes villes d'Occident, on n'est plus capable de les gérer. Quand on voit ce qui se passe aux États-Unis, ces grandes métropoles, Madame Hidalgo est la preuve vivante de cette incapacité. En plus, elle est spécialement incapable de cette incapacité à gérer des grandes métropoles. Et par conséquent, c'est aussi une incapacité qui s'étend pour organiser un événement de cette nature. Je rappelle que la candidature de Paris a été retenue parce qu'elle était la seule candidate. Et aujourd'hui, plus personne ne veut organiser les Jeux Olympiques. Ouais. Parce qu'on ne sait plus gérer ces villes. Regardez l'état de Paris. Donc, en plus, on va mettre ça. Moi, j'espère, mais je pense que ça ne se passera pas malheureusement, que ces Jeux vont être annulés. Parce que Alexandre a parfaitement raison, on va vers une forme de chaos. Mais enfin, si vous voulez, ces grandes foires financières sont devenues totalement ingérables. Elles se sont totalement détachées de l'esprit sportif. Là, on essaye de le réanimer. Je n'y crois pas une seconde. Mais pour ce qui me concerne, je fuirais Paris à ce moment-là. Mais quand je dis Paris, c'est l'Île-de-France. Enfin, rester tout le monde à distance de cet événement qui malheureusement risque de se Oui, mais il y a des gens
gens qui travaillent autour de Paris et de la région parisienne pendant cette saison. Et là, on a Mais l'impression bien que sûr. tout va être bloqué. D'abord, je pense qu'il y aura des gros problèmes de circulation et tout sera bloqué. Plus, comme on l'a évoqué, les QR codes et tout ça. Donc, si on n'a pas le QR code en ordre, on ne pourra pas rentrer dans certains quartiers. Enfin, toutes les personnes qui travaillent vont être complètement paralysées. Effectivement. On sait plus gérer ça. Et puis la petite anecdote aussi, c'est ce qu'on a pu voir, a priori, c'est pas un gros événement pour le gouvernement, vu que la ministre des Sports et des Eh Jeux oui. Olympiques est devenue aussi ministre de l'Éducation. Donc voilà, c'est pour Non, montrer mais que c'est- finalement rien ne va, parce que c'est des sujets, aussi bien l'éducation que les Jeux Olympiques, qui devraient être traités séparément. Et là, on a mis tout le monde avec Surtout en ce quelqu'un qui moment, je veux dire, avec voilà, le niveau de l'éducation nationale et Éducation tout. nationale. Oui. Et on a mis quelqu'un qui n'avait pas brillé par ses déclarations au ministère des Sports. On lui a élargi son périmètre. Donc, ce qui veut dire Oui, mais que vous avez vu qu'on a d'autres ministres qui ne brillent pas en ce moment. Le ministre des Affaires étrangères également, Oh qui a là, encore fait oh un là. lapsus terrible. Je ne sais pas si vous avez suivi ça. Non, lequel? Mais ne soyez pas dyslexophobe. Non, il y a c'est pas ça. La souffrance que Emmanuel Macron allait garantir. Alors, je sais pas exactement la phrase, mais la souffrance des Palestiniens, alors qu'il voulait dire évidemment éviter. Enfin, je sais pas ce qu'il voulait dire exactement. oui, mais- mais après, il fait beaucoup de lapsus dans ce gouvernement. Ils avaient dit, voilà, je vais tout faire pour supprimer l'état de droit, la souffrance Oui, des oui. Palestiniens. Enfin voilà, donc à chaque fois, finalement, comme disait Freud, un lapsus est toujours révélateur. C'est pas, on dit un lapsus révélateur, mais a priori, selon la psychanalyse, c'est toujours révélateur de Mm. quelque chose qu'il voulait dire ou qu'il pensait, Oui. mais qu'il n'assumait pas. Donc voilà, donc Le- non, le- donc c'est L'erreur de casting avec ce malheureux, c'est tragique. Quand il va être en face de Lavrov ou Eh du oui. Chinois dont je me rappelle plus le nom, ça va être intéressant. Non mais Ouais. si vous voulez, moi, j'ai L'image quelques. renvoyée. Oui. Faites un petit tour à l'international, vous passez quelques coups de fil à des amis, la planète entière se marre. Hein. Oui, bah c'est ce que d'ailleurs la question qu'on a posée à Pierre de Gaulle, puisque j'en profite pour dire que évidemment c'était une émission qui a été enregistrée à l'avance, puisqu'il y a une question de logistique, d'horaire, etc. Donc vous verrez que je change de tenue pendant cette émission parce que je n'ai pas joué le Oui. jeu de m'habiller pareil. Vous avez mis un Donc, uniforme de général. Oui, hein. oui, c'est ça. Non, mais donc voilà. Donc ça fait partie des questions et des sujets qu'on évoquera dans quelques minutes désormais avec Pierre de Gaulle. C'est une interview à suivre. Évidemment, à partir de 8h35. Est-ce que vous vouliez rajouter rapidement quelque chose, une minute chacun, Alexandre Langlois, peut-être sur le doublement de la présence policière dans les rues? Le doublement de la présence policière, ce serait bien, mais en fait, tout est fait pour que ce soit pas doublé. Il y a une organisation catastrophique des JO, un recrutement qui est défaillant, et derrière, de la bureaucratie et de la paperasse qui continue de s'entasser malgré les promesses de réforme. Donc peut-être il y aura un peu plus de policiers parce qu'on a supprimé la police, on est en train de supprimer la police judiciaire, mais à côté de ça, ce sera des enquêtes et des choses qui n'avanceront pas de l'autre côté. Donc en fait, si jamais il y a plus de policiers, c'est qu'on sera dans le paraître et pas dans l'efficacité. Oui. Régis, le mot de la fin? C'est le catalogue de la conférence de presse. On sait très bien que tout ça ne sont que des mots, en espérant que l'opinion publique aura oublié tout ça dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois, et rien ne sera fait. Donc, je suis très pessimiste là-dessus. Eh bien, on va finir sur cette note très pessimiste. Merci beaucoup à tous les deux. Mais bon, la bonne nouvelle, c'est d'abord que ce rendez-vous police-justice vous plaît de plus en plus. On est désormais 2700 en direct ici. On bat tous les jours des records grâce à vous, notamment grâce à cette chronique et grâce à vous, chers auditeurs, évidemment, qui nous écoutez, qui parlez de nous autour de vous. Donc, continuez, franchement, merci. Continuez aussi, c'est important de mettre vos petits pouces sur les vidéos parce que ça fait monter le référencement de la vidéo. On est de plus en plus vus, déjà parce qu'on gagne de plus en plus d'abonnés, mais grâce à vos pouces et grâce à votre soutien. Donc, merci à vous tous. Merci à mes 2 chroniqueurs préférés. Tout de suite,